Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette belle rencontre parce qu'on va parler Beaux-Arts, on va essayer avec Harold Dessel, Laurent Martin et donc François Betts d'avoir une approche originale, de vous parler de beaux livres, de livres d'art, mais vraiment d'échapper à la banalité. Je leur poserai la question du choix, c'est vrai que c'est intéressant à travers ces trois livres, donc tout d'abord celui de Harold Dessel aux éditions de La Martinière, Ma galerie idéale en 75 tableaux, que 75, donc la sélection était déjà peut-être... Tableaux, on m'entend ? Je ne sais pas si... Ouais. 75 tableaux, effectivement, le choix a été très très compliqué. C'est un livre qui va du Moyen-Âge jusqu'à 1945 et donc 75 tableaux, c'est très très réduit. Il a fallu faire des choix drastiques et j'ai sélectionné des œuvres emblématiques et puis des œuvres aussi un petit peu plus anecdotiques. Et d'une grande diversité, voilà, à travers évidemment les différentes époques, puisque le livre nous couvre un grand panorama historique. Alors quelques mots sur vous, vous êtes commissaire-priseur et depuis 2017, expert pour l'émission télévisée Affaires conclues, diffusée sur France 2. Vous avez publié Objets d'histoire, Histoire d'objets, également aux éditions donc, de La Martinière en 2021. À côté de vous, Laurent Martin, alors pour un livre très impressionnant, gros et livre magnifique chez Citadel et Mazenot, univers imaginaires, fantaisie, fantastique et science-fiction. Laurent Martin, vous êtes historien, professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié divers ouvrages sur l'histoire culturelle du contemporain et co-dirigé donc l'art de la bande dessinée chez Citadel et Mazenot en 2012. Vous êtes un grand voyageur dans les contrées de l'imaginaire, de l'ultra-imaginaire, pourrait-on dire. Et donc, vous en avez rapporté un très beau livre, un sac plein de merveilles, avec, on verra les différents thèmes abordés dans ce livre. Donc, c'est une création, je trouve, éditoriale hors du commun, et nous allons en parler. Au bout, là, face à moi, se trouve François Betts. Bonjour François, vous êtes le petit-neveu du cofondateur de la revue Pierre Betts, donc cette fameuse revue Le Point, qui donc a commencé en 1936, entre 36 et 62, revue artistique, culturelle, magnifique revue que je ne connaissais pas, mais personne ne la connaît, j'ai envie de dire, sauf peut-être certains privilégiés, mais encore faut-il les chercher. Cette revue est née à Colmar, donc, et elle a diffusé donc, du coup entre 36 et 62. C'est devenu l'une des plus belles revues du XXe siècle, dont Doisneau deviendra le photographe après la guerre, en photographiant notamment Picasso, Braque ou Léoto et ses fameux bistrots. Ce livre s'appelle Punkt, il est aux éditions Simeyo et nous allons bien sûr en parler. Alors bienvenue à tous les trois. Première question, qui n'est pas vraiment une question, c'est presque une affirmation, c'est pour vous trois, je disais d'entrée de jeu, c'est finalement quel a été le dessin, l'envie, le projet de départ. Est-ce que c'était, alors je fais la question, la réponse peut-être, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord, c'était de donner une approche originale de l'art et de donner envie à travers finalement trois livres qui s'avèrent différents mais qui ont tous un point commun qui est celui de nous faire partager le goût de la beauté des choses. Peut-être Harold Dessel, Laurent Martin et Pierre Betts. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de participer à cette émission quotidienne qui s'appelle Affaires conclues. On a de temps en temps des tableaux et on s'est aperçu que le grand public ne connaît pas forcément les différents mouvements de la peinture. Donc, avec les éditions de La Martinière, on a eu l'idée de proposer une approche assez généraliste de l'histoire de la peinture du Moyen-Âge jusqu'à 1945, pour permettre de décrypter. Donc de décrypter les différents styles. C'est un livre qui va s'adresser peut-être à des gens qui n'ont jamais acheté de livre d'histoire de l'art et qui veulent avoir les mots pour décrire tel ou tel mouvement, pour comprendre tel ou tel tableau. Et donc c'est un ouvrage simple qui explique très simplement l'évolution des styles à travers les siècles. Laurent Martin, vous, c'est une approche aussi originale pour ces univers imaginaires, donc fantaisie, fantastique et science-fiction. Oui, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, ce livre procède avant tout d'un désir personnel et d'une frustration, l'un allant avec l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire que depuis des années, je cherche un livre comme celui-ci et je ne le trouve pas.
Je le cherche dans les librairies, je le cherche dans les bibliothèques, je le cherche en France et à l'étranger, et je ne le trouve pas. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire. Et j'ai proposé ce projet à Citadel, qui avait d'abord accueilli donc, le projet bande dessinée il y a effectivement 10 ans, avec cette idée de réunir donc, des textes et des images relevant de ces 3 genres littéraire et plastique. On pense toujours à la littérature, mais c'est aussi les arts plastiques. Donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'est un ouvrage qui s'adresse à la fois, je dirais, aux connaisseurs, aux amateurs, y compris d'ailleurs avec la possibilité de découvrir des auteurs inconnus. Et aussi, c'est un livre d'introduction, ou voire d'initiation à ces genres qui sont souvent, il faut le dire, cantonnés dans la para ou l'infra-littérature, alors qu'en réalité, et c'est un peu la thèse que je défends notamment dans l'introduction, c'est-à-dire que ce sont des genres littéraires à part entière qui ont leurs chefs-d'œuvre, leurs navets aussi. Alors on a essayé plutôt de recueillir plutôt les chefs-d'œuvre, mais qu'il ne faut surtout pas tenir comme ça en lisière, je dirais, de l'art en général. Pierre Betz, vous, donc la revue Le Point, qu'on découvre grâce à votre livre Punkt. Alors moi, la démarche est assez personnelle et familiale au départ, sachant que donc, c'est mon grand-oncle qui a créé cette revue. Il n'a pas eu de descendant, donc je me suis retrouvé avec cette histoire sur les bras, qui est une très belle histoire, mais c'est une histoire extrêmement discrète. En fait, c'est une des plus belles revues culturelles du XXe siècle, avec Verve et les Cahiers d'art. Mais personne ne le sait, personne ne connaît cette revue parce que c'est une revue qui était très très discrète aussi. Elle a pourtant été publiée pendant 26 années. Elle possède des archives absolument extraordinaires puisque les plus grands artistes du XXe siècle ont participé à cette revue. Il y en a eu 150 à peu près. Le photographe, on l'a dit, était Doisneau, mais Le Corbusier a fait 3 numéros. Il y a également, on retrouve après Braque, Aragon et Éluard étaient des grands collaborateurs et amis de cette revue. Et donc ça a donné des numéros absolument extraordinaires que les gens connaissent. Par exemple, Picasso par Doisneau. Voilà, tout le monde connaît, mais personne ne sait que c'était à l'origine un reportage du Point et de cette revue. Les bistrots de Doisneau, pareil. Donc en fait, c'est une revue assez extraordinaire, mais de par la modestie de son créateur, qui était quelqu'un de très discret et de très modeste, c'est parti dans l'oubli, on va dire. Donc moi, mon travail, c'était, n'ayant pas de descendants, de raconter toute cette histoire que je connais par cœur, puisque je suis né avec, au niveau familial, de retrouver toutes les archives pour pouvoir raconter cette histoire sans dire de bêtises, évidemment. Et là, il y a eu un petit miracle, puisque j'avais créé le fonds Pierre Betz à Souillac, à 2 pas d'ici. J'avais numérisé à peu près 4000 archives, toutes les archives lotoises de la revue. Parce que la revue était alsacienne avant la guerre et lotoise après la guerre. Elle est née à Colmar, elle est née. Oui, elle est née à Colmar en 1936 et en 1939, comme l'Alsace était envahie, Pierre Betz est descendu dans le Lot, à 2 pas d'ici, pour continuer à publier jusqu'en 1962. Voilà, et donc tout ça, ça allait se perdre. Moi, j'avais numérisé les archives lotoises pour créer le fonds Pierre Betz, mais je voyais qu'il me manquait un bout de l'histoire, c'est-à-dire toute la partie alsacienne, qui était réputée détruite par les Allemands quand ils sont arrivés à l'imprimerie qui était à Mulhouse. Donc les Allemands auraient tout détruit, c'est ce que moi je savais depuis tout le temps. Mais miraculeusement, il y a 3 ans, il y a eu une donation aux archives d'Alsace qui a permis de retrouver la quasi-totalité de ce que je pensais détruit par les Allemands. Et résultat, j'ai pu enfin reconstituer toute l'histoire et la raconter, c'est le propos de ce livre. Et c'est une histoire évidemment que personne ne connaît, sauf à la BNF ou à l'Institut national d'histoire de l'art, bien sûr, mais c'est quelque chose de très français qui appartient à tout le monde et que j'aimerais bien effectivement faire connaître parce qu'il y a des documents exceptionnels, des reportages exceptionnels, et c'était surtout une revue qui avait la confiance de tous les artistes. Tout le monde voulait avoir son numéro du Point. Voilà. Mais ce n'est pas une revue qui se vendait, qui était commercialement vraiment diffusée, c'était les artistes qui se les échangeaient entre eux. Donc tout le monde voulait être dedans, même Brassens a voulu avoir un numéro du Point sur lui. Simenon, il y avait un numéro qui était prévu avec 3 reportages photos de Doisneau qui sont magnifiques et qui sont inédits et que j'ai mis là-dedans. Donc dans ce livre, vous avez en fait 80% d'archives magnifiques et inédites. Des poèmes, des photos, il y a vraiment toute la panoplie, voilà, en gros. Et on a essayé de faire un très très beau livre qui est à la fois très visuel, qu'on peut feuilleter en une demi-heure, et on peut aussi plonger dans les correspondances des plus grands poètes, et là vous en avez pour des heures de lecture.
Il y a également, je terminerai là-dessus, l'histoire du point en elle-même qui est extraordinaire parce que c'est humainement l'histoire d'un petit colmarien qui a fait une première année de médecine à Paris en 1920 dans l'effervescence d'Ada, qu'il a trouvé extraordinaire. Et quand il est rentré à Colmar, tout était vide, il n'y avait rien. Donc en fait, c'est une réaction et une colère, le point de départ de cette revue. C'était cette injustice, pourquoi Paris a tout et pourquoi la France n'a rien. Donc il a appelé ça une expérience de décentralisation artistique. Il n'est jamais allé à Paris pendant les 26 années de publication. Il était tout le temps à Colmar ou tout le temps à Souillac, juste à côté d'ici. Voilà, et il voulait faire une revue aussi belle que les Parisiennes. Voilà, c'était son défi. Et dénoncer cette injustice qui, à l'époque, en 1936, donc Paris avait vraiment tout et il ne se passait rien. Voilà, heureusement, ça a quand même changé depuis. Voilà, la culture s'est diffusée dans tous les territoires et heureusement, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Voilà. Alors, j'écoutais Laurent Martin qui nous disait j'ai finalement écrit ce livre, enfin, j'ai publié ce livre parce qu'il y avait un manque, parce que voilà, ça n'existait pas. Est-ce que vous diriez, Harold Dessel, que vous avez peut-être aussi vous-même finalement écrit ce livre pour les éditions de La Martinière, Ma galerie idéale en 75 tableaux, pour finalement remplir, au bon sens du terme, un manque, pour trouver votre plaisir, voilà, pour communiquer, pour transmettre, j'ai envie de dire, vos goûts artistiques et nous faire un peu comme ça une promenade idéale en 75 tableaux. Alors, une promenade, c'est tout à fait le terme pour décrire ce livre. Et le but est vraiment de faire comprendre au grand public, peut-être qui n'a jamais acheté de livre d'histoire de l'art et qui va découvrir, grâce à ce livre, les différents courants. C'était ça l'objectif. C'était vraiment de faire partager au plus grand nombre mon amour de la peinture avec cette sélection personnelle. Alors, cette sélection, elle a été difficile à faire, je le disais tout à l'heure. On a jalonné le livre de grands tableaux très célèbres. Alors, on peut penser aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, à La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Ce sont des tableaux qui parlent, les Ménines de Velázquez, ce sont des tableaux que tout le monde connaît. Et puis, entre ces grands tableaux qui viennent jalonner le livre, viennent s'intercaler donc des œuvres un petit peu plus confidentielles qui permettent d'apporter un éclairage nouveau et j'espère de faire des découvertes pour le lecteur. Alors notamment le premier tableau qui est donc de Giotto di Bondone, Le baiser de Judas. On est vers 1267, donc il a vécu, on est en 1303, 1305 à peu près. Et c'est un tableau qu'on peut voir, je crois, dans l'église de l'Arena à Padoue, c'est ça? Pourquoi? Question bête, hein, mais bon, pourquoi ce choix? Parce que moi je ne connaissais pas ce tableau par exemple, et il inaugure quelque chose, j'imagine. Enfin, Alors, ouais. Effectivement, déjà il fallait commencer par parler des techniques picturales. Et donc, une des premières techniques picturales, une des plus anciennes, c'est la technique de la fresque. Et donc j'ai voulu commencer avec ce tableau, enfin c'est pas un tableau, avec cette fresque, ce baiser de Judas, pour illustrer cette technique. Et puis pour illustrer surtout le début de la peinture occidentale après la période, on est à la fin du Moyen-Âge, et donc c'est le début des expressions psychologiques des personnages qui sont exprimés là par Giotto. Et donc j'ai voulu commencer par ça, et j'ai trouvé que c'était un bon point de départ. Oui, il y avait quand même Est-ce que ce choix, il est venu comme ça rapidement, facilement, ou vous vous êtes beaucoup interrogé à chaque fois sur l'ordre aussi j'imagine que c'est conditionné par la chronologie un petit peu, et bien évidemment, oui. Mais ça veut dire aussi quand même écarter. Pourquoi, je sais pas, dans l'œuvre, mettons, de Léonard de Vinci, pourquoi on va choisir ce tableau plus qu'un autre ou pas? Il y a quand même à chaque fois des choix, c'est forcément subjectif, bien sûr, mais bon. Oui, alors ça a été très compliqué, hein. Je ne vous cache pas que pour certains artistes, j'ai été obligé de choisir un tableau alors que j'aurais aimé en sélectionner 3 ou 4. Mais là encore, c'est mon choix, c'est une question de subjectivité. Pour Léonard de Vinci, j'ai choisi la Vierge Rocher, par exemple. La Vierge Rocher, ouais. plutôt que la Joconde, oui. parce que pour le sfumato notamment.
le sfumato, c'est évidemment ce qui caractérise le plus la peinture de Léonard de Vinci. Et cette Vierge au rocher, je trouvais, était plus pertinente que la Joconde, parce que c'est un tableau qui a été fait 2 fois par l'artiste. Il y a eu une première version qui a été refusée, une seconde qui a été modifiée. Donc je raconte dans le livre toute l'histoire de ce chef-d'œuvre. Alors, il y a notamment un Jérôme Bosch un peu plus loin, La Tentation de Saint-Antoine. Alors le livre est découpé, hein, donc on va en fait, c'est un peu comme des galeries, hein, c'est un peu ça, puisque de toute façon c'est ma galerie idéale. Donc la galerie 1 va du Moyen-Âge à la Renaissance, ensuite on passe à Louis XIII, Louis XIV, ensuite Louis XV, Louis XVI, de la Révolution à Charles X, et on se retrouve ensuite, on va jusqu'à nos jours, hein, de Louis-Philippe à Napoléon III, les débuts de la Troisième République, la première moitié du XXe siècle, et on s'arrête en fait, voilà. Alors il y avait dès le départ un choix précis sur l'issue, sur la fin, la décision de s'arrêter à une date particulière ou... Alors oui, il fallait bien s'arrêter. On a choisi de façon un peu arbitraire 1945 pour marquer la fin du livre, mais on aurait pu continuer un petit peu plus, hein, mais c'est vraiment un choix subjectif, encore une fois. Oui, puis à chaque fois, c'est un ouvrage qui donne envie, je trouve, quand vous l'aurez lu, de partir avec sous le bras, enfin d'aller en tout cas, d'inciter à aller voir, bien évidemment, en vrai, dans les lieux, les œuvres en question. Est-ce qu'il y avait cette idée pédagogique derrière aussi présente, mais pédagogique au bon sens du terme, parce que parfois... Alors effectivement, c'est un vade-mecum, il peut vous accompagner partout et vous inviter à aller découvrir ces tableaux qui sont présentés à la fois dans des musées français, mais également dans des musées étrangers. Il y a certains tableaux qui sont dans des collections particulières aussi, qui sont un petit peu plus difficiles à voir. Mais c'est une invitation au voyage que je vous propose dans ce livre. Et justement, à travers ce choix de certaines œuvres, est-ce que ce sont des œuvres qui, alors, ça peut être pour diverses raisons évidemment, mais qui marquent parfois, je sais pas, vous parliez de technique tout à l'heure, une innovation dans la technique, la question de la perspective par exemple peut être marquée par certains tableaux qui innovent en leur genre. Quelle a été un peu la volonté première? Est-ce que c'était vraiment de mettre en avant une nouveauté, une rupture dans l'histoire, voilà, c'est une question d'ordre un peu général, mais qui nous permettent de mieux comprendre. Alors effectivement, donc j'ai abordé l'aspect technique, on passe de la fresque, puis on aborde la tempera, qui est une peinture diluée dans de l'œuf, enfin l'apparition de la peinture à huile, avec Van Eyck notamment, et puis j'aborde différents supports, la peinture sur panneau, la peinture sur toile, voilà, ça c'est pour la partie technique. Et puis, pour la partie stylistique, évidemment, il y a l'évolution des courants avec donc la peinture baroque, la peinture, le néoclassicisme à l'époque de Louis XVI, la peinture romantique, et puis on arrive à l'impressionnisme. Enfin voilà, je balaye toutes les évolutions stylistiques jusqu'à 1945. Alors c'est un ouvrage évidemment très personnel, hein, puisque vous le revendiquez, puisque c'est votre galerie idéale, on va dire, avec des choix à la fois on en parlait tout à l'heure avec Laurent Martin justement, de tableaux pompiers parfois, moins connus, que l'histoire officielle, entre guillemets, a peut-être mis de côté. C'est vrai pour tout, c'est vrai pour la littérature, c'est vrai, voilà, il y a les connus, les ceux que l'histoire a oubliés. Donc il y avait aussi cette volonté. Quels sont pour vous, Harold Hessel, donc les quelques tableaux que vous metteriez en avant, parce qu'il y en a 75 bien sûr, mais il y en a sûrement quelques-uns qui vous sont plus chers à votre cœur, j'ai envie de dire. Alors, à titre personnel, un de mes tableaux préférés dans ce livre, c'est La Vanité de Philippe de Champaigne. Alors, c'est une nature morte qui représente un crâne, une tulipe dans un vase et un sablier. Et là, c'est vraiment très personnel. C'est un souvenir d'enfance. C'est un tableau que j'ai découvert quand j'avais 6 ou 7 ans, à l'occasion d'une sortie scolaire au musée. J'habitais au Mans à ce moment-là. Et ce tableau m'avait interpellé à l'âge de 6-7 ans. Peut-être que je ne l'avais pas très bien compris, mais j'avais senti qu'il se passait quelque chose, que c'était une œuvre absolument extraordinaire. Et c'est un tableau qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore dans ma vie de tous les jours, avec une expression très simple, une mise en scène minimaliste. Philippe de Champaigne arrive à nous décrire quelque chose
sur le mystère sur le mystère humain, sur la foi, sur la spiritualité. Et je dois dire que c'est probablement un des tableaux qui me touche le plus dans l'histoire de la peinture. Ben voilà, à côté de Philippe de Champagne, ça nous donne envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Donc Laurent Martin, peut-être aussi, finalement, c'est un peu la question que je posais à l'instant à Harold Dessel. C'est vrai qu'il y a aussi chez vous cette idée justement de mettre en avant ces genres, ces univers imaginaires qu'on connaît mal finalement. C'est de faire un peu votre propre histoire, j'ai envie de dire personnelle et subjective. Alors il y a des auteurs historiques qu'on va retrouver évidemment dans le livre, qui sont par exemple Shelley, Baudelaire, Lewis Carroll, je vais en citer comme ça un certain nombre. Bram Stoker, Jules Verne, Kafka, Borges, mais aussi des moins connus, des contemporains aussi, Damasio, Brussolo, Ken Liu, Gaiman, Niogret. Quel a été alors le critère du choix et l'originalité du livre est aussi de mettre en avant des thèmes à travers justement des textes choisis. J'imagine que ça a dû quand même un sacré boulot tout ça dans la sélection. Oui, c'est un gros travail, même si j'ai bénéficié d'un peu plus de place et donc d'un choix un peu moins drastique que mon voisin, parce qu'il y a je crois 350 images et environ 120 ou 130 textes. Bon, d'abord, il faut dire ce que ce livre n'est pas. Ce n'est pas une histoire illustrée de ces genres. Ce n'est pas non plus une étude monographique des auteurs ou des illustrateurs. Ce n'est pas une théorie littéraire ou esthétique. Ce n'est rien de tout ça. C'est véritablement une anthologie subjective de textes et d'images qui relèvent de ces trois genres que sont la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. Et à partir de là, effectivement, ce qui a présidé au choix des textes comme des images, c'est leur qualité esthétique. Et c'est un choix à la fois subjectif, on pourrait dire, très personnel, et en même temps, bien sûr, on n'est jamais véritablement seul. Alors, je ne parle même pas du fait qu'on a fabriqué ce livre à plusieurs. Il y a l'éditrice, il y a l'iconographe, etc. Il y a eu des discussions. Mais même, je dirais, en mon fort intérieur, ce n'est pas uniquement une décision en quelque sorte personnelle. C'est-à-dire qu'il y a toute une formation, une éducation à l'image, au texte, etc. Enfin, en termes arendtiens, on pourrait dire que c'est très politique aussi, cette sélection. Et donc, effectivement, ce sont alors des auteurs qui m'accompagnent depuis très longtemps. J'ai découvert ces genres littéraires à mon adolescence. Ce sont des auteurs que je lis depuis maintenant quasiment 40 ans. Les images sont venues après, en quelque sorte. Elles sont venues même plus tardivement. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai baigné dans la pop culture, le cinéma, la télévision, etc. Mais ces images particulières, ces séries, ces illustrations, je les ai découvertes plus tardivement. D'une part, dans l'environnement d'une revue qui s'appelle Hey, qui connaît très bien, qui est très spécialisée sur ce qu'on appelle le surréalisme pop, sur l'art brut, sur l'outsider art, le lowbrow, etc. Donc des types, des courants esthétiques que l'on connaît assez mal et qui sont relativement marginaux, je dirais, dans l'esthétique contemporaine d'aujourd'hui. Et puis également, une autre rencontre, c'était à New York, une revue qu'on ne connaît pas en France, qui n'est pas diffusée en France, qui s'appelle Spectrum, qui est en fait une sorte de palmarès des illustrateurs de jeux vidéo, de cinéma, d'affiches, de couvertures de livres, de publicités, etc. Et donc, à raison d'un numéro par an, Spectrum couvre un peu donne à voir les meilleurs illustrateurs. Et donc, c'est en découvrant cette revue par hasard, en chinant dans une librairie à New York, que je me suis dit, mais là, il y a vraiment des correspondances incroyables entre ce que je sais de ce corpus littéraire de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique, et ces images. Et donc il faut absolument faire se rencontrer ces images et ces textes. Et c'est ce projet, ce livre est le résultat de ce projet. Alors ça donne des différents chapitres. Le premier, c'est consacré aux aliens, aux monstres, aux créatures prodigieuses. Alors on va retrouver un certain nombre d'auteurs. Ensuite, les artefacts magiques et les lieux aberrants, les automates, robots, androïdes, machines, les corps extraordinaires. Je ne vais pas tous les lire, mais dieux et démons, héros et héroïnes,
le mal, mort et non mort, rêves et cauchemars, utopie et dystopie. Je vais aller jusqu'au bout parce que cité fabuleuse, ville du futur, voyage dans le temps et l'espace. Et ensuite, on termine par les annexes. Voilà, à chaque fois, on retrouve des auteurs, évidemment, tous plus importants les uns que les autres et aussi des moins connus, comme je disais. Oui, ce sont les chapitres thématiques, Oui. parce que là aussi, C'est ça l'originalité aussi. Voilà, c'est l'une des idées forces de ce livre, c'est que souvent, les amateurs et les spécialistes de ces genres, les ouvrages qui paraissent sur ces genres sont cloisonnés. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages sur la science-fiction, des ouvrages sur la fantasy, des ouvrages sur le fantastique. Parfois même spécialisés dans une forme d'expression, le cinéma fantastique ou la littérature de fantasy, etc. Et donc l'idée, c'était de passer outre finalement ces cloisonnements que je trouve un peu stupides à vrai dire, et qui sont même d'ailleurs très contestables sur beaucoup de points. Par exemple, vous parliez de Mary Shelley qui est en 1818 l'autrice de ce chef-d'œuvre immortel qui est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la science-fiction? Alors, de la fantaisie, certainement pas, mais en tout cas, on peut hésiter entre les deux genres. Et d'ailleurs, selon les anthologies, selon les histoires, etc., elle est classée tantôt du côté de la science-fiction, tantôt science-fiction parce que électricité, parce que savant fou, etc., tantôt du côté du fantastique parce que là, on a l'irruption du surnaturel dans un univers familier. Donc, finalement, ces cloisonnements de genres qui font les délices des spécialistes, moi je les trouvais un tout petit peu surfaits, en tout cas inutiles. Et c'est pour ça que j'ai préféré plutôt faire des chapitres thématiques dans lesquels on retrouve des textes et des images qui relèvent de ces trois genres, qui sont disposés de façon plus ou moins chronologique, disons, mais qui finalement illustrent chacun de leur point de vue, en quelque sorte, les thèmes que vous avez cités. Alors on va revenir à François Betts, donc à la revue Punkt. Donc là, ce que disait à l'instant Laurent Martin, l'importance des revues. J'imagine que ça a dû vous parler, faire vibrer en vous la corde sensible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette revue Punkt cette idée aussi de décloisonner, d'ouvrir, d'être à la fois revue littéraire, artistique, la photo, tout se mélange finalement avec, voilà, c'est d'ouvrir sur le monde en quelque sorte? Alors oui et non, on va dire que décloisonner, oui, mais c'était même plus que ça en fait, puisqu'il y avait beaucoup de combats dans cette revue. Pierre Betts menait énormément de combats. Il y avait un combat culturel contre l'art officiel, mais il y avait aussi un combat très personnel, puisqu'il était né dans une Alsace annexée en 1899, donc il est né allemand, et après il a vécu français. Donc pour lui, comme beaucoup d'Alsaciens, les guerres entre Français et Allemands, c'était complètement stupide, absurde. Il ne voulait pas comprendre ça, il ne voulait pas accepter ça, et il a voulu créer aussi cette revue pour rapprocher les hommes par la culture, tout simplement. C'était un de ses grands combats. Après, la revue était pluridisciplinaire. Donc chaque numéro était plutôt thématique. Il y en avait un sur la sculpture, un sur l'architecture. Il décloisonnait, mais il séparait quand même bien les disciplines et il essayait de toutes les traiter. Alors ça, c'est le fameux reportage. Mais c'est Picasso à Valoris par Robert Doisneau. Alors là, je peux par exemple vous dire, le livre raconte en fait aussi l'histoire de comment Pierre Betts a fonctionné pour créer tous ces reportages. Sachant que certains numéros ont pris plus de 10 ans, il ne lâchait pas. Picasso, il voulait faire le numéro dès 1938 et le numéro sera publié en 1952 seulement. Et pendant 14 ans, il n'a pas lâché. Au départ, en 1938, il n'a pas d'information, il n'a pas d'angle pour traiter ça. Il est en lien avec le marchand de Picasso, Kahnweiler, qui évidemment est partant pour faire un numéro, mais il répond à Pierre Betts, mais quoi dire sur Picasso? On a déjà tout dit. Et Verve, en plus, venait de sortir un magnifique Picasso. Donc, il n'y avait aucun angle intéressant. Et à partir du moment où il n'y avait rien à dire, de spécial, Pierre Betts, ça ne l'intéressait pas. Il mettait de côté. Et il attendait d'avoir l'idée, l'angle, pour vraiment dire quelque chose. Et sur le Picasso, l'idée est venue donc bien plus tard, après la guerre. Et en fait, ils n'ont pas trouvé d'idée, encore, 14 ans après. Donc, Pierre Betts se dit, la bonne idée, c'est Doisneau. Voilà, j'envoie Doisneau et son reportage photo va être l'angle nouveau, forcément, inédit, forcément, et original, et surtout le talent de Doisneau. Et à ce moment-là, l'associé de Pierre Betts, qui est l'imprimeur, Pierre Brown, ne croit pas du tout en cette idée et ne veut pas de ce reportage.
Donc c'est Pierre Betz qui va défendre ce reportage. Et il dit ça ne fait pas un numéro. Voilà, Doisneau, non, il nous faut des poètes comme d'habitude. Voilà, beaucoup plus de matière qu'un simple reportage photographique. Et Pierre Betz va défendre Mordicus l'idée pendant 2 années, je crois, entre 50 et 52. Vraiment défendre Doisneau pour qu'il aille à Valoris en disant si ça vous fait un numéro, je vous le dis. Et résultat, Doisneau, donc il va envoyer Doisneau à Valoris en 52. Et là, ils reçoivent les photos et ils trouvent tout ça absolument extraordinaire. Et voilà. Et après, ces photos vont faire le tour du monde, puisque le magazine Life va faire un numéro hors série avec ce reportage qui sera tiré à 20 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et puis Doisneau, après, a eu sa célébrité qui s'est accrue, évidemment. Mais voilà, mais au départ, il a failli ne pas exister, voilà, ce reportage, et est passé à très très près de ne jamais exister. C'était, voilà, il défendait vraiment ses artistes, et puis il défendait Doisneau. Doisneau, ils se sont rencontrés à la sortie de la guerre avec un numéro emblématique qui s'appelle Imprimerie clandestine. Pierre Betz a été résistant pendant la guerre, donc à Souillac, juste à côté d'ici, et il s'occupait de cacher toutes les minorités, donc juives, gitanes, et parmi, donc il y avait quelques illustres célébrités dans ces gens qu'il a cachés. Il y avait Jean Lursa, qui l'a caché à Lanzac, il y avait Gisèle Freund, la photographe, qui était cachée à Saint-Sozy, pas loin, et Tristan de Sarah, évidemment, qui était caché à Souillac. Voilà. Et pour leur rendre hommage à tous ces imprimeurs qui risquaient leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait un numéro qui s'appelait Imprimerie clandestine. Et là, il réclame partout autour de lui des photos sur ces imprimeurs. Qui a risqué sa vie pour aller faire la photo aussi. Et là, il reçoit plein de photos de plusieurs personnes. Et il voit au milieu de ces photos, il y a des vraiment très belles photos. Il se dit, tiens, là, il y a un photographe en plus. Je n'ai pas que ma photo d'imprimeur clandestin, j'ai en plus un œil de photographe. Qui est ce garçon? Et voilà. Et là, on lui dit, Robert Doisneau, il s'appelle. Donc, il contacte Robert Doisneau et à ce moment-là, il va publier évidemment énormément de ses reportages à lui dans le numéro d'Imprimerie clandestine. Et après, il va lui confier quasiment tous les reportages du Point. Voilà, sachant que Doisneau, Doisneau le dit lui-même dans sa biographie, Pierre Betz lui a offert ses plus beaux reportages en lui faisant rencontrer Braque, Picasso, Léoto et beaucoup d'autres. Donc c'est une grande amitié, vraiment. Doisneau n'était pas payé, voilà. Picasso, il n'a pas envoyé de facture, Doisneau. Personne n'était payé au Point. Aragon n'était pas payé, Éluard n'était pas payé. Le Corbusier, j'ai trouvé une petite facture de 10 000 francs sur le Corbusier. C'est une des rares factures que j'ai trouvées. Et il y a Reverdy, le poète aussi. Lui, il voulait des sous tout de suite. Voilà. Mais après, Prévert n'était pas payé, personne n'était payé. Le Point, c'était vraiment quelque chose de gratuit et généreux. Voilà. Et c'est un peu la magie et le miracle de cette revue, c'est d'avoir agrégé tous ces talents, alors que Pierre Betz n'était rien ni personne, c'était un petit colmarien, voilà. Donc 59 numéros, c'est ça? 26 ans d'existence. Pardon, 59 et demi. Et demi, pardon. Parce qu'il y a un numéro absolument exceptionnel qui est introuvable, qui est le numéro sur Apollinaire. Voilà, le Point, parmi les miracles du Point, le seul film d'Apollinaire, c'est le Point qu'il a publié en 1944 à Lanzac, juste à côté aussi, sur le principe du flipbook. Voilà. On voit Apollinaire là, après ça, en 1917. Donc c'est un tout petit recueil absolument magnifique qui a été tiré à 115 exemplaires et vous avez une photo par page et sur le principe du comme le flipbook, vous faites dérouler les pages et ça s'anime. Donc le montage existe sur internet, vous pouvez le voir et vous voyez Apollinaire qui bouge. Et voilà, c'est le seul film avec Apollinaire. C'est aussi le Point qui a fait ce petit miracle. Le numéro, ne le cherchez pas, je pense que la plupart sont détruits. Il y en avait 115 qui ont été tirés. Moi, j'en ai vu en 2 ans passer 2. Voilà. Le dernier était parti à 7 ou 8 000 euros, je crois. Ça les vaut bien? Oui. Apollinaire filmé, oui. Vous confirmez? Merci Harold. Voilà, donc ça, 59 et demi. Je dis et demi parce que ce numéro n'est pas recensé, même sur Wikipédia, vous ne le trouverez pas. On parle que des 59 numéros. Et c'est un petit bijou. Voilà, c'est juste un vrai petit bijou, ce livre. Je parlais au départ je crois que j'ai parlé, je sais pas, je me souviens de transmission, de cette idée de mettre à la portée, en fait, parce que c'est vrai que il y a chez vous cette démarche, bien évidemment chez vous, Harold Dessel, j'ai cette démarche pédagogique, mais il y a cette idée de faire découvrir, d'être accessible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime tous les trois? J'imagine que oui, mais de rendre l'art finalement, voilà, à portée et d'inciter encore une fois à aller découvrir sur place, pour ce qui est le cas des œuvres dont vous parlez, vous d'aller ouvrir les textes, d'aller voir les œuvres
œuvre aussi picturale. Et vous, pareil, finalement, à travers la revue, une revue qui était donc que vous ne connaissiez pas, la revue, j'imagine. Voilà. Il y a le micro, c'est oui. Oui. Et, je ne la connaissais pas jusqu'à hier et du coup, ça a été une fabuleuse découverte que cette revue. Est-ce que cette volonté vous anime tous les trois, voilà. Est-ce que c'est ça qui vraiment vous avez envie, c'est d'abord de transmettre, voilà. Alors oui, effectivement, et je reviens encore sur ma participation à l'émission Affaires conclues. C'est toute ma démarche, c'est de rendre les objets, les tableaux accessibles au plus grand nombre. Et alors, j'ai eu la chance de pouvoir écrire cette histoire de la peinture qui va permettre au grand public d'en savoir un peu plus sur les grands courants de la peinture. Donc c'est vraiment... C'est mon activité quotidienne d'essayer de vulgariser, de transmettre, de donner les clés pour comprendre des choses qui sont parfois un peu difficiles à comprendre. La peinture religieuse, la peinture ancienne, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas les connaissances bibliques ou historiques. Et ce livre est là pour donner quelques idées et quelques pistes pour comprendre, pour mieux comprendre. Et comment est-il il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, je pense. Il est sorti au mois de septembre. Au mois de septembre. On peut dire que il n'y a pas longtemps. Comment est-il accueilli dans les musées, justement dans le côté un peu les institutions officielles de la culture? Comment est-ce qu'ils s'en emparent? Est-ce que ils trouvent ça intéressant, l'approche? Ce côté vulgarisation qui n'est pas un mot tabou, hein, il faut le mettre en avant. Quelle réaction il reçoit? Alors effectivement, il se vend bien dans les boutiques de musées, parce que le public est demandeur d'explications simples. Encore une fois, ce livre est à destination des gens qui n'ont jamais acheté de livre d'histoire de l'art. Donc tout est fait avec des mots très simples pour expliquer les choses et les rendre accessibles. Et c'est pour ça que le livre se vend bien, parce que il a rencontré son public. Même question, Laurent Martin, donc accessibilité, parce que c'est vrai que c'est un livre comme ça impressionnant, très lourd, très gros, très beau, magnifique, mais en même temps très accessible. Enfin, on a envie d'une chose, c'est d'aller se replonger dans les textes ou de découvrir, et de rentrer par ce biais-là. Très beau, très gros, et vous pouvez même ajouter très coûteux. Oui, ça, non, mais c'est important parce que du coup, cette notion d'accessibilité est un peu différente dans le cas d'un livre publié chez Citadel et Masno. Bon, alors effectivement, l'idée c'est de proposer des extraits qui incitent le lecteur à se reporter aux œuvres complètes et à lire véritablement les ouvrages dont ils sont issus. Mais évidemment, dans le cas d'un ouvrage Citadel et Masno, le projet est un peu différent que celui d'une initiation ou d'une mise à portée, etc. C'est avant tout, je dirais, comme pour l'art de la bande dessinée, au fond, une manière de consécration et de légitimation de genre, de forme d'expression qui jusqu'alors, il faut bien le dire, était un peu négligée, méprisée, marginalisée. Et donc, effectivement, pour Citadel, c'est aussi une façon de renouveler leur collection, de rajeunir leur lectorat, d'introduire au fond des éléments de pop culture dans des collections qui n'étaient pas habituées à accueillir ce type d'ouvrage. Mais effectivement, pour moi, pour les gens qui travaillent un peu, qui s'intéressent un peu à ces genres, à ces formes d'expression, c'est aussi une manière de donner finalement un éclat particulier, une forme de consécration, encore une fois, que de paraître dans une collection comme celle de Citadel et Masno. Donc il y a ces dimensions d'initiation, d'introduction à ces genres, bien sûr, mais il y a aussi cette dimension de finalement valorisation de genres qui, encore une fois, étaient considérés jusqu'à il y a peu comme des infra ou des para ou des sous-littératures. Il y a encore de bons esprits aujourd'hui qui considèrent qu'il y a une vraie grande littérature, la littérature générale, et puis au fond, ces genres mineurs que sont alors la science-fiction, le fantastique, la fantasy, mais on pourrait dire la même chose du polar ou du roman érotique, etc. Enfin, il y a toute une série de genres qui ont été dans l'histoire culturelle de ce pays, dans d'autres pays, mais particulièrement de ce pays, considérés comme véritablement sans intérêt. Or, j'ai tendance à penser qu'il y a, encore une fois, dans ces genres, des chefs-d'œuvre, des navets aussi, en plus grand nombre, et c'est bien normal que les chefs-d'œuvre, sinon on ne comprendrait pas les... Voilà. Mais précisément, il y a des chefs-d'œuvre, et donc il faut, je dirais, passer outre cette espèce de
snobisme ou de légitimisme culturel qui nous empêche finalement d'accéder à ces trésors. François Betz, passez outre ce snobisme, ce légitimisme culturel, je crois que c'est vous aussi dans votre livre, vous en parlez, enfin, voilà, la revue met ça en avant aussi, c'est de montrer une histoire non officielle, quoi. Alors, oui, et concernant les snobs et le snobisme, c'était encore un autre combat, je l'ai évoqué tout à l'heure, contre l'art officiel. Voilà. Il y a notamment, alors, il y a eu plusieurs numéros qui combattaient et condamnaient l'art officiel, qui n'en est pas, pour faire simple, vraiment. Oui. Et notamment, il y a le peintre Signac qui s'était amusé à dresser une liste des grands prix de Rome, que j'ai mise dans le livre. À gauche, vous avez les grands prix de Rome et à droite, vous avez tous les refusés la même année. Vous regardez la liste à gauche, je ne connais personne. Aucun n'est passé à la postérité, quasiment pas, peut-être un ou deux, mais personne. À droite, vous avez tous les génies du XXe dans les refusés. Donc ça, c'est ce qui condamnait l'art officiel, sous-entendu le fils du cousin du préfet, qui a fait une sculpture, qui va être exposée, etc., qui va choper tel ou tel grand prix. C'est tout ce que Pierre Betz n'aimait pas. Voilà. Et souvent, il faut dire que le résultat artistique n'est pas génial, mais ils sont pas tous, attention, ils sont pas tous nuls, bien sûr que non. Il y en avait des bons. Et la plupart du temps, c'était pitoyable, et c'était surtout pas ni révolutionnaire, ni l'avenir de la peinture ou de la sculpture, puisque tous ceux qui ont fait ça étaient dans les refusés au même moment. Voilà, bah écoutez, l'heure tourne, on va devoir, je pense, bientôt en rester là. J'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir donc le livre de François Betz, donc Punkt aux éditions Simeyo. Donc François Betz, vous êtes sur le stand le L26, donc je vous invite à retrouver François Betz sur ce stand qui est là. Laurent Martin, vous êtes donc là pour ces univers imaginaires, donc chez Citadel et Masno, fantasy, fantastique et science-fiction. Vous êtes sur le stand L29. Tout près d'ici, voilà, donc pareil, même projet, allez retrouver Laurent Martin. Et donc Harold Dessel, ma galerie idéale en 75 tableaux, aux éditions de La Martinière. Vous êtes vous sur le stand L12. Merci à tous les trois et bonne suite.